Get a life, will you people? Proclamé à une foule de Trekkies, l'interprète du Captain Kirk, William Shatner, pour un célèbre sketch du Saturday Night Live en 1986. L'image du fan dans les œuvres de fiction existe depuis toujours. Au cinéma, on pense bien évidemment au film Misery, sorti en 90. L'adaptation du livre de Stephen King montre une fan ayant kidnappé son auteur préféré et qui n'hésite pas à le torturer afin qu'il continue à écrire. Plus récemment, toujours au cinéma, on a pu observer une troupe de jeunes geeks sauver le monde dans le Ready Player One de Spielberg. Ces deux exemples, diamétralement opposés, témoignent comment en une trentaine d'années, l'image du fan sur grand écran a évolué. Si être fan n'est plus bizarre aujourd'hui, comme nous le rappellent Lucy Bennett et Paul Booth dans l'introduction de l'ouvrage collectif Seeing Fans, les stéréotypes sont pourtant parfois tenaces. Et c'est avec ce postulat que nous est apparue la question suivante: comment le fan est-il représenté dans les séries télé ? Et oui, les personnages de fans peuplent déjà vos séries préférées. De Supernatural à Stargate SG-1, en passant par Big Bang Theory, Doctor Who, The Simpsons, Stranger Things, j'en passe, et des meilleurs. Bienvenue dans le tout premier épisode de Freaks or Geeks. On est super content de vous accueillir pour ce nouveau podcast de la rubrique Fanalytics du site Saison. Je suis Adrien Desbarres, doctorant en sciences de l'information et de la communication, et je travaille sur les fans et le transmedia storytelling. Je suis épaulé par ma John Watson, ma Brienne of Tarth, ma Jesse Pinkman, mon Tardis finalement, Salambo Marie. Salut Salambo! Salut! Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ça va super, je suis ravi de te retrouver. Tu es journaliste série pop culture chez Numérama et tu as une formation en Cultural Studies, c'est bien ça? Tout à fait, exactement. Et on a souvent des longs débats enflammés sur des séries ensemble, donc je pense que ce débat va être très chouette aussi. Absolument. À ce propos, tiens, rapidement, pour nos éditoristes, ta série préférée de 2025? Oh, excellente question. Pour l'instant, j'ai pas encore fait mon top, mais je pense que dedans, il y aura Empathie, qui est une série québécoise sur la santé mentale et les hôpitaux psychiatriques. Comme ça peut faire un peu peur. Mais c'est une série très drôle, très touchante, qui est créée par une autrice qui s'appelle Florence Lompré et qui incarne aussi le premier rôle. Et c'est vraiment une série excellente qui est à voir sur Canal+, si jamais vous avez envie de la voir. Voilà, je recommande chaudement. Faut préparer les mouchoirs, mais c'est vraiment assez exceptionnel en termes d'écriture et de visuel. Voilà. Et toi, Adrien, ce serait quoi ta série? Moi, je pense que c'est The Pitt, que j'ai trouvé absolument incroyable. Tout le monde est trop beau dans cette série, tout le monde est magnifique. Non, moi j'aime beaucoup les personnages de cette série, vraiment. Ça fait longtemps que je cherchais à me remettre dans une série médicale. J'ai essayé plusieurs fois Grey's Anatomy. J'ai même été fan de Grey's Anatomy pendant très longtemps. Mais j'avoue que là, recommencer tout depuis le début, ça me paraît un peu vertigineux, et du coup, quand The Pitt est arrivé, ça a été la révélation. Ça a l'air super, j'ai pas encore regardé, mais on m'en a beaucoup parlé, et tu m'en as beaucoup parlé aussi. C'est vraiment très très bien, je te la conseille chaudement. Pour ce premier épisode de Freaks or Geeks, on a décidé de vous parler d'une série qui est très chère à nos cœurs, Only Murders in the Building. Alors, si vous ne connaissez pas Only Murders in the Building, déjà foncez, c'est incroyable. C'est une série comique américaine créée par Steve Martin et John Hoffman en 2021 pour Hulu/Disney+. La série suit les aventures de Charles, un acteur has-been interprété par Steve Martin, Oliver, un ancien metteur en scène de Broadway joué par Martin Short, et Mabel, une jeune trentenaire un poil dépressive incarnée par Selena Gomez, qui se lance dans une série d'enquêtes pour élucider les meurtres qui surviennent dans leur hôtel new-yorkais, l'Arconia. Le trio se lie bien évidemment d'amitié et tente, épisode après épisode, de démasquer les coupables tout en animant un podcast in universe nommé Only Murders in the Building. Dans l'épisode dont on va vous parler aujourd'hui, Charles, Oliver et Mabel doivent relever un tout nouveau défi puisqu'après avoir été enlevés par un voisin, Mabel et Oliver tombent nez à nez devant leur hôtel avec 4 fans de leur podcast. Paulette, Sam, Marv et Grant. Le trio va donc finir par collaborer avec ce groupe lors d'une nuit d'énigmes finalement assez peu concluante, puisqu'au petit matin, la petite amie de Charles, Jan, est retrouvée gisante dans son sang et les fans finissent par camper à nouveau devant l'Arconia. Cet épisode, intitulé Fanfiction, est le 8e épisode de la première saison. Il est d'ailleurs réalisé par Cherienne Davis. On va maintenant essayer d'en parler en détail et de comprendre comment les fans sont représentés.
Premièrement, Salambo, je te propose qu'on parle des stéréotypes autour des fans qui sont quand même bien présents dans cet épisode, à commencer par le fait que les fans sont montrés comme étant des gens un peu bizarres. Tout à fait. Alors, c'est pas forcément la première chose qu'on voit d'eux. Au début, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt présentés comme des personnages assez ordinaires, finalement. J'ai l'impression qu'ils sont montrés comme bizarres à la seconde où Oliver et Mabel les rencontrent pour la première fois. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Ah, je pense quand même le fait de les avoir fait camper devant l'immeuble, ça rappelle les attitudes de stalker qu'ont certains fans, tu sais, qui restent devant les hôtels de stars à camper toute la nuit dans l'espoir d'apercevoir leurs idoles. Je trouve que c'est quand même déjà quelque chose de pas forcément positif dans l'imaginaire collectif au moins. C'est vrai. Mais oui, t'as complètement raison, quand Mabel et Oliver arrivent, c'est encore pire, quoi. Ouais, bah en fait, on voit bien que leurs interactions sont très étranges. Enfin, notamment Marv, par exemple, lui, il est montré comme un peu bizarre. D'un coup, il commence à parler de sa vie privée et de sa fille qui veut pas trop l'inviter à son mariage de façon un peu étrange en plein milieu de la conversation, alors que c'était pas du tout le sujet. Marv, c'est vraiment celui des 4 qui fait peut-être le plus peur. Ça nous rappelle, voilà... Des fans qui sont complètement déconnectés de la réalité, quoi. Ouais, en fait, je trouve qu'ils correspondent quand même chacun un peu à un stéréotype, en réalité. Ouais. Marv, effectivement, c'est un peu le gars qui a l'air d'être relativement vieux. On se demande un peu ce qu'il fait là. Je trouve que c'est un peu presque incongru qu'il s'intéresse autant au podcast, d'autant que les autres sont beaucoup plus jeunes que lui, donc ça crée forcément un décalage. Après, il y a Paulette qui est, elle, pour le coup, très un peu surexcitée et dans le physique beaucoup. Par exemple, elle dit à Mabel qu'elle la trouve très jolie à la seconde où elle la voit de près. Ouais, elle gémit. Elle gémit même. Voilà, donc il y a un côté un peu transi, voilà, qui ressort. Il y a Sam qui est lui le plus enthousiaste, je trouve, de la bande et qui est un peu le leader en fait. En gros, c'est lui qui lead le groupe un peu et c'est l'image typique du fan qu'on peut se faire, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est un peu le fan comme on l'imaginerait en 2021 quand la série est sortie. Cette image du fan qui est à fond derrière ses idoles. En tout cas, c'est vraiment lui qui a la main sur comment se passe leur fanitude, on va dire, et ce qu'il devrait faire, comment il devrait attirer l'attention d'Oliver, Mabel, etc. Après, par rapport aux stéréotypes dont on parlait, c'est vrai que il y a aussi un aspect où ils sont assez facilement montrés comme pénibles quand même. Ils sont pas montrés comme étant des gens simples. Exactement. Et à un moment aussi, je crois que c'est Sam qui dit que ça va briser le cœur des Hayden Maiden de voir que Charles a une compagne. On a ici un groupe dans le fandom, hein, les Hayden Maiden, ceux pour qui Charles est le préféré, parce que Hayden c'est son nom de famille, et en fait ça rappelle évidemment comme quoi les fans auraient envie d'avoir des relations amoureuses avec leurs idoles. Oui, bah effectivement ça renforce ce stéréotype dont on parlait, des gens un peu bizarres, qui se montent un peu la tête en gros par rapport à leurs idoles alors que ils les ont jamais rencontrés en vrai, et que ils nouent quand même des sentiments amoureux pour ces célébrités là. Et puis ça va dans l'idée que il y aurait forcément de la romance aussi. Ouais. Ça va dans l'idée que l'amour d'un fan va forcément avec l'amour pour une personne en particulier et que ça peut pas être dissocié alors que la réalité nous montre que c'est pas forcément lié tant que ça finalement. Effectivement, ça peut aller sur ce terrain-là, mais c'est pas forcément la majorité des fans qui ont vraiment un crush absolu sur leur célébrité. Heureusement. Sinon j'aurais beaucoup de crush. Ce que tu disais justement sur la réalité, ça me rappelle le moment où justement Oliver ne croit pas Marv quand Marv lui dit qu'il a un travail. Et c'est drôle, même le trio a cette image des fans qui bossent pas et qui ne pensent pas que ces fans ont une vie à côté, quoi. Alors, pour leur défense, quand même, ça fait plusieurs heures qu'ils campent en bas de leur immeuble. Donc je peux entendre aussi que... Absolument. que ça leur semble bizarre et qu'ils se disent « Oui, c'est ça, tu as un travail alors que ça fait 48 heures que tu es en bas de chez moi. » Je peux entendre d'où ils viennent aussi, Charles, Mabel et Oliver, pour douter, on va dire, des vies personnelles et professionnelles de ces fans qui passent quand même beaucoup de temps en bas de chez eux. Oui, parce que on les voit à 3 occurrences différentes, hein, devant l'hôtel au début de l'épisode, un peu plus tard dans la nuit, je crois, et encore le lendemain matin. Donc c'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps devant cet immeuble. Après, je les comprends. Si l'Arconia était réel, je pense que je passerais beaucoup de temps aussi devant. Ah oui, moi aussi, clairement.
Ah ouais, mais parce qu'on est fan aussi. On fait partie du problème, ça, Lambeau. Exactement. Et du coup, les fans sont aussi montrés, et justement, tu l'as abordé un peu tout à l'heure, comme étant pénibles dans cet épisode. Ils sont montrés comme étant impatients. À plusieurs reprises, les fans vont lancer des répliques au trio en leur demandant mais where's the new episode, ou shouldn't you be recording, ou vraiment ils ont envie d'avoir ce nouvel épisode, ils attendent et vraiment ils en peuvent plus quoi, ils ont besoin de leur dose d'Only Murders in the Building quoi. Bah après c'est un stéréotype qui est en partie vrai je pense parce que je trouve que ça renvoie aussi au fait que les fans en général attendent avec impatience la suite de leurs œuvres préférées, mais en même temps c'est ça aussi qui stimule souvent la créativité, parce que c'est souvent dans ce laps de temps-là que les fanfictions par exemple sont écrites. Et oui. Donc bon, à la limite, ce temps d'attente est parfois bénéfique, mais effectivement là on va dans l'idée que eux ils en peuvent plus et que Charles, Mabel et Oliver devraient ne rien faire d'autre de leur vie que d'enregistrer pour leurs beaux yeux, donc je peux entendre aussi. Oliver leur dit, en les recroisant plus tard en bas de l'hôtel, « Jesus, don't you people have a home to go ?» En leur demandant « Mais qu'est-ce que vous faites là encore ? Rentrez chez vous, c'est bon, ça suffit, arrêtez d'être en bas de notre immeuble. » Et c'est vrai que ça renforce encore ce stéréotype du fan chiant qui s'accroche, qui veut pas partir, quoi. Oui, et puis qui est monothématique, parce que plus tard aussi, Charles leur dit, leur sous-entend qu'il faudrait vraiment qu'ils trouvent d'autres centres d'intérêt dans la vie que juste Only Murders in the Building, quoi. Donc, ils sont montrés aussi comme... ils sont fans d'une œuvre, et le reste ne compte pas, alors que peut-être qu'ils ont plein d'autres œuvres préférées à leur actif, on ne sait pas. Absolument, mais justement, ce que leur dit Charles à la fin de l'épisode... And find some other interests. It's a big white world out there. En leur disant, voilà, que c'est bon, il n'y a pas que Only Murders in the Building dans la vie. Trouvez-vous d'autres choses à faire. Exactement. Et il le dit de manière extrêmement dramatique. Ça me fait beaucoup rire le jeu qu'a Steve Martin à ce moment-là. Voilà, ça renforçait ce stéréotype de trouvez-vous d'autres choses à faire, en fait, les fans. Le monde est grand, quoi. Exactement. Il y a aussi, alors, c'est évoqué très rapidement, hein, mais ce stéréotype des fans sales qui prennent pas de douche. Puisqu'à un moment donné, Oliver dit qu'il aimerait bien que, voilà, ils fassent un peu plus attention à leur hygiène, les fans. C'est marrant, c'est la seule occurrence où c'est vraiment dit. Ils s'appuient pas trop dessus. C'est vraiment juste pour faire un gag, mais c'est vrai que c'est quand même là. Ce stéréotype est quand même bien présent encore aujourd'hui, hein, les fans sentent mauvais, selon de nombreux stéréotypes. Alors après, à nouveau, si ça fait 48 heures qu'ils squattent en bas d'immeubles, ouais. J'avoue que même moi je doute de leur hygiène corporelle. Mais après, je vois en effet comment ça renforce des stéréotypes qui sont très négatifs et qui sont souvent associés aux fans et qui sont injustes, parce que spoiler alerte, en tant que fan, on se lave, je vous jure, c'est vrai. Alors certes, on passe des heures à attendre nos artistes préférés avant d'entrer dans une fosse, parfois dans laquelle il va falloir rester encore pendant des heures pour espérer voir notre artiste préféré de près. Mais promis, après ça, on se lave. Ouais, les conventions, c'est les seuls endroits où on a le droit d'être sale. Vraiment, c'est... Les conventions et les concerts, c'est les seules exceptions. Et les concerts, c'est ça. Et du coup, tous ces points sur les stéréotypes un peu négatifs autour des fans nous rappellent ce qu'avait noté Jolie Jensen en 92 sur la représentation du fan. Il y a deux types de fans, hein, l'individu obsédé et la foule hystérique. Donc c'était une observation... qui date maintenant d'une bonne trentaine d'années, mais c'est quand même intéressant de la noter. Je te propose, Salambo, que l'on s'éloigne un peu des stéréotypes négatifs pour comprendre pourquoi cet épisode d'Only Murders in the Building montre quand même une belle image du fan. Tout à fait. À commencer par les activités des fans, justement. T'as évoqué tout à l'heure la fanfiction, mais il y a beaucoup d'activités que les fans entreprennent dans leur parcours de fans, et cet épisode de Only Murders in the Building en montre vraiment beaucoup. Tout d'abord, on voit les pancartes faites à la main que les fans brandissent devant l'hôtel. C'était rigolo de voir toutes ces couleurs, toute cette créativité manuelle, plastique, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des séries télé, mais aussi avec les t-shirts. Les t-shirts faits, il me semble, par Sam. Et voilà, c'est des fans qui sont, mine de rien, très actifs.
et ils sont pas passifs et vraiment ils sont habiles de leurs mains en fait. On oublie souvent cette créativité quand on parle des fans de manière négative, mais en réalité c'est un énorme pan de la culture fan aussi, de créer des choses, effectivement, des fanfictions, des objets. Souvent les fans sont habiles effectivement de leurs mains et peuvent faire de nombreux objets, des petits goodies voilà, qui peuvent aussi se passer entre fans, et ce qui crée aussi beaucoup d'interactions et un effet de communauté qui est très important. Donc je trouve ça chouette aussi de le voir représenté là dans Only Murders finalement, et d'ailleurs je crois que c'est Sam qui dit que ils s'appellent entre eux les Arconiacs. Oui, ils ont un nom. Exactement, ils ont un nom, et ça c'est très typique des communautés de fans. Enfin, on le sait dans beaucoup d'œuvres, il y a des communautés de fans qui ont un nom, les Whovian par exemple pour Doctor Who, enfin on pourrait en citer énormément. Donc là c'est assez drôle de voir ce petit gimmick, on va dire, repris aussi dans Only Murders, quoi. Ils sont tous en lien les uns avec les autres, c'est une communauté soudée, et d'ailleurs ils en parlent beaucoup dans l'épisode, hein. Ils parlent de forums, et on comprend qu'ils sont actifs sur les réseaux, et puis en parallèle de ça, les fans entre eux, ça m'a un peu marqué quand j'ai vu l'épisode, ils utilisent pas leur pseudo, ils utilisent leur vrai prénom. Ils ont créé des vraies amitiés entre eux, et c'est quelque chose qui est relevé dans beaucoup de recherches en fan studies, hein, justement, cette dimension sociale et amicale hein, des fandoms, et ben là elle est montrée, et je trouve de manière plutôt bonne, puisque voilà, ils sont tous potes, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, comme tu dis, c'est marrant de voir qu'ils utilisent leur vrai prénom, parce que c'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, c'est pas forcément une mauvaise chose de se connaître par pseudo. Non, bien sûr. Là, ça montre qu'en tout cas, effectivement, ils ont noué des vrais liens dans la vraie vie, qu'ils se connaissent en tant que personnes à l'extérieur de la communauté de fans. Donc c'est hyper intéressant. Et ils parlent aussi beaucoup quand même de communauté à l'intérieur de ces communautés. Il y a évidemment plusieurs manières d'être fan, et généralement, on aime bien aussi se donner des petits surnoms justement pour ça. Donc Sam il raconte que par exemple il y a des fans qu'on appelle les Maybellians, en lien avec Mabel bien sûr, d'autres qu'on appelle les Hayden Maidens, donc comme on en parlait pour Charles, et d'autres qui sont des Putnuts comme Sam parce que Oliver c'est son préféré, quoi, et on peut exactement s'identifier à ça. Enfin je pense que on est tous et toutes fans d'une œuvre dans notre vie, et je pense qu'on peut s'identifier à cette idée de compartimenter un peu les communautés de fans et le fait d'être fan d'un personnage en particulier. Ça arrive quand même très très souvent quand on aime une œuvre finalement, donc c'est assez représentatif je trouve. Et d'ailleurs ils sont tellement fans qu'ils sont vraiment experts en la matière, et c'est devenu vraiment des super bons enquêteurs en fait. Ils corrigent Oliver sur le trottoir, ils sont plus au fait de l'enquête que le trio, et ça je trouvais ça rigolo parce que ça arrive plein de fois hein, que des fans corrigent les créateurs officiels parce que ils s'investissent énormément dans les univers qu'ils aiment, et là c'est montré et je trouve ça bien, et d'ailleurs ils sont tellement experts qu'ils aident à résoudre l'enquête plus tard, donc ils sont super importants. Oui, tout à fait. Et puis, comme tu le dis, ça arrive quand même souvent que les fans soient experts d'une œuvre presque autant, voire davantage que les créateurs, parce qu'ils ont ce recul que les créateurs n'ont pas forcément sur leur propre œuvre. Et d'ailleurs, on l'a vu là récemment, je sais pas si t'as suivi un peu tout ce qui s'est passé avec la saison 5 de Stranger Things, enfin à l'heure où on enregistre, il y a que 4 épisodes qui sont sortis, mais les fans ont déjà repéré des incohérences, et ça fait beaucoup parler sur les réseaux parce que il y a des incohérences sur certaines dates, sur le passé du personnage de Will, etc. Et les fans sont extrêmement investis, donc je trouve que ça fait bien écho là à ce qu'on peut voir dans Only Murders in the Building aussi. Ah écoute, je savais pas que il y avait eu des exemples tout récemment. Tu fais bien de le souligner. Les fans sont quand même critiques dans cet épisode envers ce qu'ils aiment, puisque à la fin de l'épisode, ils écoutent le podcast et Marv, il a l'air agacé et ils finissent par partir, presque un peu déçus en fait. Il dit que quelque chose le dérange effectivement et que il est pas très fan de cet épisode, et on voit que tout le groupe a l'air plutôt mitigé finalement sur la qualité de l'épisode qu'ils viennent d'écouter, on va dire. Et ça montre aussi que les fans sont pas considérés comme des simples consommateuristes passifs et passives des œuvres qu'ils aiment, mais ils ont aussi un esprit critique très développé. On en parlait avant avec le fait que parfois les fans peuvent corriger carrément les créateurs d'une œuvre. Là on est dans cette idée là en fait de à la fois vouloir que l'œuvre que l'on aime fasse mieux,
et à la fois la déception de voir que des créateurs et créatrices qu'on aime peuvent aussi nous décevoir parfois. Ouais, complètement. Et puis au début de l'épisode, ils le disent même, enfin on voit les fans sont saoulés, et puis il y a Sam qui leur dit justement arrêtez d'être aussi négatif, est-ce que vous aimez ce podcast au moins et les deux répondent bah oui on adore, c'est une révélation, et vraiment du coup c'est drôle de voir à quel point cet épisode montre que on peut être fan, adorer, avoir des comportements un peu démesurés, et malgré tout rester critique, avoir son avis bien tranché et s'y tenir quoi. Oui, tout à fait, et je trouve c'est important aussi de montrer cette partie-là, et de montrer que les fans sont pas juste aveugles face à ce qu'ils aiment, en fait. Et oui, et du coup, cet épisode montre bien que ces fans vivent dans la réalité, puisque à un moment, il y a des mots vulgaires qui sont prononcés, et il y a Marv qui dit que voilà, il faut faire attention à son langage devant Grant, parce que Grant c'est un enfant, et qui d'ailleurs a plus tard une leçon de piano, qui du coup n'est pas avec le groupe quand il monte dans l'hôtel, et ça montre bien justement que c'est des fans qui ont une vie, hein, pour le coup. William Shatner n'a qu'à bien se tenir. Ils ont chacun une personnalité différente en plus. Marv, c'est un peu un boomer, il dit kids these days, il est pas que fan, il est une ex-épouse également, enfin voilà. Je sais pas ce que t'en penses de ça. Oui, tout à fait, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que l'épisode montre les fans, en fait, sous toutes leurs facettes finalement. On a le côté un peu stéréotypé, mais on a aussi une représentation plutôt juste en fait des fans qui effectivement ont leur propre vie à côté, et à la fin d'ailleurs ils partent d'eux-mêmes quand ils quittent l'appartement d'Oliver, et c'est là où Marv justement dit bah en fait moi j'ai un job donc bye bye quoi. Et du coup on voit bien qu'ils sont pas enchaînés non plus devant l'immeuble, même si on les revoit le lendemain matin bien sûr. Mais en tout cas, ça montre, oui, qu'ils ont quand même une vie et que qu'ils sont pas que définis par le fait d'être fans. Et du coup, je trouve ça plutôt chouette. Ouais, complètement. Et puis, en plus de ça, il y a quand même une chouette représentation au sein de ce groupe de fans, avec donc des personnages racisés, un personnage vieux, une personnage en fauteuil roulant, qui est d'ailleurs joué par une actrice handicapée. Mine de rien, on arrive à avoir de la diversité et des fans qui sont bien ancrés au réel, quoi. Oui, tout à fait, c'est des personnages auxquels on peut s'identifier parce qu'ils nous ressemblent, qui sont suffisamment diversifiés pour que chacun d'entre nous puisse y trouver quelque chose de sa propre personnalité ou de son propre vécu, de sa propre expérience. Donc c'est plutôt inclusif, et de toute façon, on en avait déjà parlé ensemble, toi et moi, mais Only Murders in the Building est une série très inclusive qui a fait beaucoup, notamment pour la représentation des personnes sourdes et malentendantes dès la saison 1, ce qui était quand même déjà assez fou à l'époque. Donc ouais, je pense que c'est une série qui n'oublie pas de parler des discriminations et qui n'oublie pas de mettre en scène des personnages qui sont vraiment concernés par les discriminations qu'ils subissent, quoi. Il nous reste qu'une grande partie à aborder, Salambo, et cette partie concerne la réaction du trio face aux fans. Comment est-ce qu'ils réagissent, comment est-ce que Mabel, Oliver et Charles se comportent avec les fans, on va en parler. Tout d'abord, j'ai trouvé quand même qu'il y avait de la méfiance de la part du trio au premier abord. C'est marrant parce que moi je trouve qu'il y a de la méfiance effectivement de la part de Mabel, qui est pas du tout à l'aise, qui se dit oh là là on a des fans, quelle horreur, enfin voilà. Elle est pas du tout partante, mais à la limite j'ai un peu l'impression que c'est plutôt lié à sa personnalité, parce que c'est un personnage qui est extrêmement introverti et qui je pense n'est pas du tout à l'aise avec l'idée de se mettre en avant et avec l'idée que potentiellement il y a des gens qui puissent être fans d'elle, quoi. Genre je pense que ça la terrifie intérieurement, et on peut la comprendre. Ouais, possible. À l'inverse, Oliver, qui a une personnalité qui est beaucoup plus extravertie, lui, il est trop content, quoi. Justement, quand il les croise au début, il est en mode oh, thank God we have fans. Genre vraiment, il est hyper heureux, quoi. Parce que lui, il adore être sous les spotlights, comme on dit. Il a été metteur en scène, donc justement, l'attention, c'est ce qui lui plaît. Donc, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir les deux types de réactions. On a à la fois Mabel qui est hyper gênée et Oliver qui adore ça, quoi. Mabel, elle sait pas où se mettre, quoi. Et comme tu dis, c'est lié à sa personnalité extrêmement introvertie et en plus de ça dépressive, hein, parce que c'est l'un des thèmes de cette saison 1, la dépression de Mabel. Tout à fait. Et c'est vrai que du coup, c'est intéressant de voir les disparités de comportement entre les personnages. Oliver est pas tendre avec eux. Il n'hésite pas à les disputer pendant la répétition, parce qu'il leur fait faire une pièce de théâtre pour une reconstitution, en fait. Et il n'hésite pas à se moquer d'eux, à jouer au metteur en scène un peu toxique, quoi. C'est vrai que c'est un peu c'est punching ball ses fans, j'ai l'impression.
Ouais, bah, je trouve que Oliver a aussi cette personnalité à nouveau. C'est quand même Ouais. quelqu'un qui se moque beaucoup. C'est vrai qu'à un moment donné, dans sa tête, il a la représentation de personnes folles, ce que lui, en tout cas, imagine comme des personnes folles. Il leur dit, mais vous êtes complètement coucou. Voilà, genre, pour lui, je pense que ils sont pas très sains d'esprit, on va dire ça comme ça. Là encore, on va dans le stéréotype, hein, des fans qui sont supposément pas sains d'esprit. Il est traite de vautour aussi. Il les traite de vautours, mais à nouveau, comme c'est Oliver et que ce personnage est justement écrit pour être une caricature absolue d'un metteur en scène extrêmement narcissique et qui déteste, enfin, qui adore les autres mais qui les déteste à la fois, je trouve que ça va bien avec sa personnalité aussi, et le fait d'avoir des fans, ça accentue juste ça en fait. Et du coup, ça nous amène au point suivant où en fait, la relation entre le trio et les fans, elle est premièrement intéressée. On voit bien que Oliver, dès qu'il dit "Oh, thank God we have fans", il est content et il demande justement aux fans combien ils seraient prêts à payer. C'est sûr que lui, il a l'air intéressé aussi par l'aspect monétaire, il se dit bah tiens, c'est une opportunité aussi de me faire de l'argent quoi en fait. Et en fait, tout ça, c'est vraiment un dialogue méta sur la relation entre les fans et les ayants droit, hein, les créateurs officiels, où justement il y a une espèce de relation monétaire aussi, hein, puisque voilà, effectivement, le merch, ça rapporte de l'argent, il y a des fans pour acheter tout ça, donc c'est parfait. Il pense aussi à son podcast avant tout, il se rend compte que les fans sont extrêmement calés et experts sur le sujet, comme on disait tout à l'heure, et du coup, c'est même ça qui fait qu'il décide de les faire monter dans son appartement pour qu'il puisse les aider à résoudre l'enquête, et il dit même "They know more than we do", donc il a conscience que les fans sont presque plus experts qu'eux sur l'enquête en cours et comment on pourrait la résoudre, quoi. Ouais, et il y a une métaphore aussi sur les chiens de traîneau, qui est un peu rigolote, j'ai trouvé. Ouais, bah effectivement, il les compare un peu à des chiens de traîneau qui sont mignons, quoi, qui sont là pour leur faire des câlins et leur rappeler à quel point ils sont géniaux, quoi. En gros, il y a un peu cette idée-là. Je crois que c'est à ce moment-là aussi qu'il dit d'ailleurs qu'ils ont pas une hygiène irréprochable. Après, Oliver à nouveau aime beaucoup les métaphores. C'est quelqu'un d'un peu comment on dit, intense. Un peu, tu trouves? Un peu, Un peu. légèrement, tout petit. Et du coup, ces fans sont récompensés par les ayants droit, par l'objet de culte, comme faisant partie intégrante de l'enquête. Et du coup, les fans sont de bons enquêteurs. Par exemple, ils trouvent un point à un moment, et Charles dit justement, suite au monologue de Sam, mais comment on a fait pour louper ça? Le trio se rend compte que les fans, tu l'as dit tout à l'heure, hein, sont experts, peut-être même plus qu'eux, sur le sujet. Ouais, bah en fait, je crois que c'est à ce moment-là aussi qu'ils se rendent compte que eux-mêmes sont des fans. Enfin, Oliver dit que les fans là qu'ils viennent de rencontrer, c'est eux avant même qu'ils lancent leur podcast. C'est-à-dire que au tout début de la série, Oliver, Mabel et Charles, c'est des fans de podcasts true crime. Et du coup, ils ont eux-mêmes été dans cette position-là en fait. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'Oliver se rend compte que bah finalement ils se ressemblent plus qu'ils ne le pensaient, parce qu'en fait ils ont beaucoup de points en commun finalement. Parce qu'Oliver aussi a commencé comme fan de podcast avant d'en créer un lui-même. Donc je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir cet effet miroir un peu, et eux-mêmes d'ailleurs étaient experts des podcasts qu'ils écoutaient, et là c'est vrai qu'ils posent beaucoup de questions, ils relancent beaucoup l'intrigue, ils sont assez moteurs dans la résolution de l'enquête, ça c'est sûr, ouais. Ils sont moteurs et motivés, hein, puisqu'ils jouent la petite scène d'Oliver avec grand plaisir, hein, ils deviennent littéralement acteurs de l'enquête, et c'est pas que des simples consommateurs. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, hein, ils sont remerciés pour ça, puisqu'à la fin, on leur dit « Merci d'être des super fans ». Cette relation entre les officiels et les fans, elle est documentée hein, dans les fan studies. C'est une véritable économie, en fait, qui se fait. Moi, j'aurais juste une petite réserve avec Only Murders in the Building, c'est que c'est dommage parce que justement ces fans, on s'y attache presque en seulement un épisode, et après on les revoit alors un peu à quelques reprises dans les saisons 1 et 2, mais ensuite on les revoit plus du tout, et c'est quelque chose qui a été abandonné alors que maintenant Only Murders in the Building en est à sa 5e saison et la 6e va pas tarder à commencer son tournage, donc c'est des personnages que moi j'aimerais beaucoup revoir par exemple maintenant que le podcast est devenu extrêmement mainstream. Est-ce qu'ils auraient toujours les mêmes remarques à faire? Est-ce qu'ils sont toujours fans ou est-ce qu'ils ne le sont plus? Moi, c'est beaucoup de questions que je me pose. J'aimerais les revoir, voilà. Petit message aux créateurs, créatrices de Only Murders, faites revenir les fans par pitié. J'adorerais que effectivement ils reviennent. Alors, je crois que on voit Sam, Paulette et Marv dans
la saison 2, je sais plus, les aperçoit, je me rappelle plus. Parce que dans cet épisode, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a un narrateur, et le narrateur, c'est Sam. Alors après, Only Murders aime beaucoup justement changer de point de vue et de narrateur ou de narratrice à chaque épisode, mais c'est vrai que c'est assez intéressant du coup de donner vraiment la parole aux fans directement, quoi. Complètement. En tout cas, on a pu voir que la figure du fan est représentée de manière assez positive quand même dans cet épisode d'Only Murders in the Building. Alors on n'échappe pas à certains stéréotypes bien sûr, dans la façon d'être des fans autant que dans la réaction du trio, mais il faut dire que la série est une comédie. L'idée est donc ici de susciter le rire. On peut d'ailleurs citer le chercheur Lincoln Gerati qui explique que les stéréotypes de fans sont généralement plus présents dans les productions appartenant au genre de la comédie. Mais l'épisode reste tout de même un joli hommage aux fans, on pense notamment à son titre, fanfiction, qui fait évidemment référence à ces fictions écrites pour compléter les univers qu'on adore. Ici, les fans sont justement des acteurs de l'enquête dans tous les sens du terme, on les voit être actifs, volontiers participer en apportant leur expertise et leur esprit critique. Et au fond, je crois qu'on rêve un peu tous de ça en tant que fan, non ? Absolument, et du coup, Salambo, j'ai une ultime question pour toi. Tu es plus une Maybelline, une Hayden Maiden ou une Putnut ? Ah, c'est une bonne question. Je pense que je serais un mélange entre une Maybelline et un Putnut. J'aime beaucoup Charles, mais c'est pas forcément mon préféré. Moi, j'aime beaucoup Mabel et Oliver, que je trouve vraiment très drôles, chacun à leur manière, et je trouve que Mabel a un côté plus profond, Oliver a un côté plus drôle et très excentrique, qui moi me fait extrêmement rire. Enfin, Oliver est survolté tout le temps, et je trouve ça extrêmement drôle. Donc ouais, moi je dirais que je suis un peu des deux, et toi ? Je vais utiliser mon joker et je vais dire que je suis un fanboy absolu du personnage de Theo. Donc, et de Howard aussi, que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. Mais non, en vrai, si je devais choisir entre les trois, un peu comme toi, je trouve que Charles, il est génial, mais il fonctionne parce qu'il y a Mabel et Oliver, même si le fait qu'il soit aussi pathétique me fait beaucoup rire. Allez, je vais dire que je suis une Maybelline. Tu as tranché, ça y est. C'est fait. Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode de Freaks or Geeks. Merci à toi, Salambo, c'était super. Merci à toi pour l'invitation, c'était très chouette de discuter de cette série avec toi une nouvelle fois. On remercie forcément le GER Fan et le site Saison, sans qui tout ça n'aurait jamais eu lieu. Et un merci également à Grushkov du podcast Faucon Millennial pour avoir composé notre jingle, notre générique, et pour avoir nettoyé les pistes son. Merci Grushkov. Salambo, où peut-on nous trouver sur internet ? Eh ben, vous pouvez me lire sur le site de Numérama, sur lequel j'écris sur les séries et le cinéma à temps plein, voilà. Bravo. Moi, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur Blue Sky, @Adrien Debart, Debart. On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va revenir pour un prochain épisode. On ne sait même pas si on reviendra pour un prochain épisode. Mais j'espère en tout cas, Salambo, te retrouver avec pourquoi pas des invités pour parler encore des fans dans les séries télé. Avec grand plaisir. Super. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut! C'est trop cool de faire des podcasts avec toi. Mais pareil, c'est trop chouette. Pourquoi on a attendu 2025 pour le faire ? J'avoue.